Allô, allô, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne sais pas si vous me recevez. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat pour être sûr que vous nous recevez très bien et que vous nous voyez également. On aimerait remercier tous les participants déjà qui se sont inscrits. On voit plein de personnes d'Afrique subsaharienne, plein de personnes de l'Europe également. Euh, Merci également pour votre présence, très intéressant. On a des personnes également de la BCAO, merci d'être présents. C'est un sujet qui est d'actualité. Donc, vous nous recevez, c'est bon? Ok. Je vois Monsieur Ekra qui nous dit bonjour à tous, ça veut dire qu'il nous reçoit. Merci. Oui, Christophe, je pense que ça fonctionne. Ça fonctionne. Parfait. Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup à tous d'être présents. Aujourd'hui, nous sommes autour d'un sujet qui est d'actualité, hein, qui est le risque climatique. On a jugé utile de faire ce webinaire gratuit sur ce sujet-là parce qu'il est important pour nous aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, c'est important qu'on se présente. Donc, je vais d'abord me présenter. Ensuite, je laisserai Yannick se présenter également. Alors, moi, je suis Christophe Bois. Je suis l'associé gérant du cabinet Friends Partner, qui est un cabinet de conseil, qui a une partie formation, qui travaille en partenariat avec AFGS, dont je vais vous parler un peu longuement tout à l'heure, qui est un cabinet de formation qui est basé en Europe aujourd'hui. Pour ce webinaire-là, je suis accompagné de Yannick, que je vais laisser Yannick se présenter également. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire. Je vais animer autour de la question des risques climatiques pour le secteur bancaire. Donc je me présente en quelques mots. Je suis donc maître de conférence en économie et finance à l'Université d'Orléans. Je suis formateur AFGES, sur notamment ce thème des risques climatiques et de la finance durable. Et je travaille sur ce sujet depuis un certain nombre d'années puisque je suis directeur scientifique d'une chaire de recherche sur la modélisation des risques climatiques au sein du Crédit Agricole Centre-Loire. Donc, je coordonne cette chaire de recherche sur laquelle on est amené à travailler, notamment sur toutes les problématiques de modélisation des risques physiques et des risques de transition que j'expliquerai tout à l'heure. Donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, comme vous allez le voir, c'est de faire un tour d'horizon, de vous donner un panorama de toutes les questions autour de ces risques climatiques et puis tout simplement de prendre du recul par rapport un peu au sujet et de vous montrer avec le peu de temps qu'on a, mais de vous montrer que ce sujet, c'est un sujet primordial en Europe, mais également en Afrique subsaharienne, et essayer de vous donner un panorama des enjeux autour de cette question des risques climatiques. Donc voilà, c'est un peu le défi de ce webinaire aujourd'hui. J'espère répondre à un certain nombre de vos questions. Et puis voilà, n'hésitez pas au cours de webinaire d'utiliser le chat pour poser toutes les questions que vous avez. Christophe se chargera de me les transmettre. Donc voilà, c'est avec grand plaisir si je peux répondre à vos questions au cours de ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Yannick. N'hésitez pas, je vois qu'il y a Madame Daniel qui me dit qu'il y a un écho. Je ne sais pas si c'est réglé. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous préciser que le webinaire, on a prévu 1 heure pour échanger. Dans les 1 heure, on a prévu en réalité à peu près 10 minutes pour les questions-réponses, mais n'hésitez pas à nous mettre des questions, comme Yannick l'a dit. Je vais essayer de les collecter et lui poser en temps réel par rapport à l'évolution de nos débats. Soyez très rassurés sur le sujet parce qu'on va vous transmettre notamment les supports aujourd'hui qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes AEGS, mais également le replay. Le replay, au fait, le replay sur la thématique. Donc, voilà un peu sur cela. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Je ne sais pas si tout le monde voit nos slides. Si oui, je commence. Alors l'AFGES, c'est quoi? L'AFGES, comme je vous l'ai dit, c'est un cabinet de formation qui a été créé en 1986, aujourd'hui, qui est vraiment implanté en France, au Luxembourg et au Maroc. C'est très important. Et aujourd'hui, grâce au partenaire avec AFGES, en train de pénétrer le marché, et Friends Partner, en train de pénétrer le marché d'Afrique subsaharienne francophone. Donc, AFGES, c'est 80 formateurs experts sur des sujets et de super références telles que Société Générale,
le Crédit Agricole, ensuite la BNP et aussi la CPR au niveau de la France. Pour tout ce qui concerne les formations, aujourd'hui, on arrive à faire des formations présentielles et à distance. On a 300 catalogues au sein, 300 formations pardon, au sein de notre catalogue et on a défini dernièrement un catalogue Afrique spécialement qui est disponible sur la page de l'AFGS et sur le site aussi de Friends Partner. Pour ce qui est des certificats, on a de très bons partenariats avec Dauphine, mais également avec la CPR et la Banque de France. Alors, c'est quoi nos domaines de compétences? On en a 6. Tout ce qui est lié à la comptabilité, au contrôle de gestion et à la fiscalité, les sujets de gouvernance, le risk management, également tout ce qui est réglementation baloise au niveau international, mais également sur l'ensemble des différentes zones monétaires, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. On est très à l'aise sur les sujets d'audit et de contrôle interne, les marchés, produits, services financiers, mais également tout ce qui est traitement des opérations et post-marché. Comme l'a dit Yannick, sans plus tarder, on a décidé de vous proposer un programme qui est structuré en 3 points. On va d'abord échanger sur l'état des lieux, le sujet des risques climatiques sur le continent africain. Après, on va essayer d'échanger également sur la définition du risque climatique et enfin parler des enjeux en termes de données sur le processus et le processus de collecte de données également. Alors, je passe la parole à Yannick sans plus tarder pour que tu puisses avoir assez de temps pour t'exprimer. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cette présentation. Alors, cette présentation, comme a dit Christophe, est structurée en 3 axes. Et je ne pouvais pas me permettre de faire un webinaire sur les risques climatiques pour le secteur bancaire dans l'Afrique subsaharienne sans, dans un premier temps, vous donner un état des lieux de ces risques liés au changement climatique sur le continent africain. Alors, pour ça, je n'ai pas été chercher très, très loin, puisqu'en fait, on a tout un tas de rapports d'organisations internationales, FMI, Banque mondiale, sur cette question des risques climatiques pour le continent africain, parce que c'est un vrai sujet, c'est un sujet effectivement qui concerne toutes les régions du monde, l'Europe, l'Asie, mais effectivement certains types de risques climatiques concernent plus spécifiquement l'Afrique et notamment l'Afrique subsaharienne. Et c'est clair que c'est clairement la région du monde qui est aujourd'hui la plus vulnérable à ces changements climatiques. On a notamment effectivement les questions d'élévation du niveau de la mer, tout ce qui est anomalie pluviométrique, tout ce qui est hausse des températures, donc sécheresse extrême. Et ce que l'on va voir ensemble, c'est que effectivement ces épisodes qu'on peut qualifier de catastrophes naturelles, leur fréquence augmente, leur intensité augmente, donc on a effectivement une occurrence qui est beaucoup plus forte et qui a eu tendance à augmenter au cours des 10 dernières années. Alors ça pose tout un tas de questions, il y a tout un tas d'enjeux autour de ces catastrophes naturelles pour le continent. Alors vous le verrez, j'insiste tout de suite sur un point qui pour moi est très important. Le risque climatique pour le secteur bancaire ne se résume pas simplement aux catastrophes naturelles. Mais ça, on verra ça ensemble dans la deuxième section. Donc effectivement, quelques exemples de catastrophes naturelles récentes. On a eu notamment des épisodes de sécheresse en Afrique australe et orientale. On a effectivement une désertification du Sahel qui est de plus en plus forte. On a eu certains cyclones qui sont venus toucher certains pays d'Afrique. Je pense au Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe. Donc, on a eu effectivement tout un tas de catastrophes naturelles récentes qui rappellent les enjeux liés à ce changement climatique et à ces événements, je dirais, d'intensité de plus en plus forte et qui posent de vraies questions sur la capacité, je dirais, des acteurs, des agents économiques, des ménages, des entreprises à s'adapter à ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et on verra, ça pose de vraies questions aussi sur l'exposition du secteur bancaire à ces catastrophes naturelles. Alors, il y a un vrai sujet en Afrique, plus qu'en Europe, que met en avant le Fonds monétaire international dans son dernier rapport, c'est qu'effectivement, en Afrique, on a en plus de cela des mécanismes de résilience et d'ajustement qui sont relativement limités. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une capacité d'adaptation et d'ajustement à ces changements climatiques qui sont relativement limités en Afrique subsaharienne et qui de facto font que
les agents économiques sont très exposés, de plus en plus exposés à ce type de risque. Notamment, j'ai pris un exemple ici, hein, vous avez une agriculture qui est très dépendante des événements pluviométriques. Et c'est vrai que les épisodes de sécheresse dans certains pays ont fortement contrarié l'agriculture, les rendements de l'agriculture. Alors, ça peut être des épisodes de sécheresse ou ça peut être à l'inverse des épisodes d'anomalies pluviométriques. Et je dirais, quand vous regardez effectivement l'augmentation des cours du cacao là, depuis un certain nombre de mois, ça rappelle que l'exposition d'un certain nombre de pays, et là je pense effectivement à la Côte d'Ivoire, ça rappelle que les rendements du secteur agricole sont très très dépendants effectivement de ce changement climatique et de facto de la capacité d'adaptation des acteurs à ce changement climatique. Alors juste pour vous donner un exemple ici, j'ai repris dans ce rapport l'impact des cyclones Idai et Kenneth sur l'activité et le trafic du port de Beira au Mozambique. C'est très clair. Vous voyez, il y a une catastrophe qui effectivement a lieu en mars et avril 2019. Et on voit que quand vous regardez effectivement le trafic du port, on a une baisse par rapport à 2018 qui est très très importante. Quand vous regardez effectivement ce choc, ce qu'il représente en termes de trafic sur ce port au Mozambique, on voit bien que l'intensité de ces catastrophes naturelles de type cyclone peuvent avoir des effets dévastateurs et on peut en plus avoir des effets d'hystérèse très clairement qui peuvent se manifester. Et donc ça montre, à travers ce graphique, on voit effectivement les enjeux autour de ces catastrophes naturelles qui s'annoncent de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, en tout cas dont les dégâts s'annoncent de plus en plus marqués au sein du continent. Autre graphique qui montre bien cela, vous avez ici pour vous montrer, je dirais, le décrochage entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde. Tout à l'heure, je disais l'Afrique est le continent le plus concerné aujourd'hui par ce changement climatique. Ça se voit très bien. C'est-à-dire que quand vous prenez notamment tout ce qui est inondation, tout ce qui est épidémie, ce que l'on voit très clairement, c'est qu'on a une augmentation très forte au cours de la décennie 2000, première décennie des années 2000. Vous voyez ici, c'est l'évolution du nombre de catastrophes, c'est la fréquence par rapport aux années 80. Donc, vous voyez, c'est combien ces catastrophes naturelles, de combien elles ont évolué par rapport aux années 80. Ce que l'on voit, c'est que ces catastrophes ont très, très fortement augmenté au cours de la première décennie 2000. Dans les années 90, on voit que ça commence déjà. On voit que par rapport aux années 80, on a des épisodes d'inondation, des épidémies, des sécheresses qui sont un peu plus importantes que dans les années 80. Et là, on voit vraiment une explosion à partir du début des années 2000. Et surtout, ce que l'on voit, c'est qu'on a un décrochage entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde, où effectivement la fréquence a très fortement augmenté en Afrique subsaharienne et surtout a beaucoup plus augmenté que dans le reste du monde. Donc ça vous montre bien que cette question effectivement du changement climatique et des risques climatiques, c'est un sujet mondial, bien entendu, mais c'est un sujet relativement préoccupant, je dirais, pour cette zone du monde qu'est l'Afrique subsaharienne. Autre graphique pour bien motiver cela, vous voyez ici, quand vous prenez l'année 2019 et quand vous regardez les pays au monde les plus touchés par des températures extrêmes, tout à l'heure je parlais d'épisodes de sécheresse, ce que l'on voit ici c'est très clair, c'est-à-dire que dans les 10 pays en 2019 les plus exposés à ces températures extrêmes, on retrouve 5 pays africains. Et donc c'est vrai que ces températures extrêmes, en tout cas, amènent des épisodes de sécheresse relativement importants. Et derrière, ça pose de vraies questions sur la rentabilité de certains secteurs et sur, je dirais, la vulnérabilité de certains secteurs d'activité économique à ces températures extrêmes. Donc, voilà, c'est un exemple pour vous montrer, c'est un type de catastrophe naturelle, un type de changement climatique qui pourrait impacter durablement, profondément et, je dirais, de manière de plus en plus importante le continent africain. Et puis, dernier peut-être graphique pour bien, je dirais, enfoncer le clou, malheureusement, dans le sens où, quand on regarde effectivement en Afrique subsaharienne l'impact que peut avoir, l'impact, quand je dirais l'impact, c'est combien représentent les pertes économiques
dues à ces catastrophes naturelles, c'est assez clair. Quand vous prenez le graphique du milieu, vous avez les dommages en pourcentage du PIB. Sur la période 2000-2018, on voit très clairement que, je dirais, quel que soit le type de catastrophe, qu'on soit sur des tempêtes, des inondations, des sécheresses, alors ça dépend bien sûr des pays que l'on considère, mais ce que l'on voit, c'est que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que ces catastrophes naturelles sont dévastatrices en termes de croissance, et elles sont destructeurs en termes de PIB. Donc, on a effectivement un impact qui peut être très important. Alors, vous voyez, on retrouve notamment en premier lieu Madagascar, Mozambique, Zimbabwe, Malawi. Mais c'est très clair que les dommages causés par ces catastrophes naturelles ont des conséquences de plus en plus importantes sur l'économie dans son ensemble. Et ça ressort très très bien ici sur ce graphique du milieu où on a effectivement des catastrophes naturelles dont les conséquences sur l'économie sont de plus en plus fortes. Alors, excuse-moi Yannick, excuse-moi de te couper. Je pense qu'il y a quelqu'un qui précise qu'on n'a plus de son. Est-ce que vous nous entendez toujours? Désolé Yannick de t'interrompre. Est-ce que vous nous entendez? Parce que je vois que Madame Mariana. Ah, ok. Je pense que c'est au niveau de Madame Colli alors. Continue Yannick. Je pense qu'on peut continuer. Madame Colli, je vous laisse vous reconnecter. C'est peut-être un problème au niveau de votre son. Exactement. À tout de suite. Donc, en fait, il y a deux méthodes pour faire face à ces changements climatiques. Il y a ce qu'on appellerait l'atténuation. Alors, cette atténuation, le problème, c'est que cette atténuation, elle passe par une réduction des gaz à effet de serre. Et donc, cette atténuation, c'est une problématique mondiale. Vous savez, on dit souvent que, effectivement, l'environnement, c'est un bien public mondial. Donc, cette atténuation, bon, effectivement, les pays africains pourraient essayer de mettre en place des politiques visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais bon, les trois pays les plus polluants, en tout cas, si je prends les deux gros pays les plus polluants au monde, c'est effectivement la Chine et les États-Unis. Donc, cette stratégie d'atténuation, je dirais que les gouvernements d'Afrique subsaharienne ne peuvent pas y faire grand-chose, dans le sens où, effectivement, c'est une problématique qui est plutôt mondiale. Alors oui, qui a été rappelée et sur laquelle on a énormément insisté lors des accords de Paris, où on s'est engagé à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Mais voilà, cette première méthode, très clairement, c'est pas, voilà, il faut voir ce changement climatique comme quelque chose, comme un choc exogène pour le continent africain et pour lesquels, malheureusement, je dirais, les gouvernements n'ont que assez peu d'impact sur cette question de l'atténuation. Alors, par contre, il y a un autre point important qui est l'adaptation aux variations du climat. Pour moi, c'est un vrai sujet également en Europe, c'est-à-dire comment les acteurs économiques, comment les entreprises, comment les ménages peuvent augmenter leur résilience face à ces chocs, peuvent s'adapter face à ces changements climatiques. Alors, vous voyez, quand je dis s'adapter, c'est à la fois s'adapter pour faire face aux catastrophes naturelles, mais aussi s'adapter pour faire face aux changements climatiques un peu plus structurels, sur lesquels je reviendrai dans la prochaine section. Alors, c'est vrai que cette adaptation aux variations du climat, premier point très important, elle coûte très cher. C'est-à-dire, ça va demander des investissements massifs. Vous avez une estimation du FMI sur ce sujet-là. Pour l'Afrique subsaharienne, ça coûterait entre 30 et 50 milliards de dollars par an, c'est-à-dire entre 2 et 3% du produit intérieur brut de la région. Donc, des coûts très importants. Et puis, au-delà même de ces coûts très importants, il est très clair que pour certains acteurs, la capacité d'adaptation, ce que j'appelle souvent l'adaptabilité, cette capacité d'adaptation, elle est relativement restreinte. C'est-à-dire que vous avez des acteurs économiques, notamment des entreprises, pour lesquels cette adaptation aux variations du climat, au changement climatique, est relativement limitée. Je prends un exemple qui ne concerne pas l'Afrique subsaharienne, mais qui concerne le Maroc. Au Maroc, vous avez, sur l'axe Casablanca-Rabat, vous avez quasiment la totalité du tissu industriel du Maroc. On le sait, avec la montée des eaux, cet axe industriel Casablanca-Rabat est très fortement menacé à court terme. Vous voyez, la capacité d'adaptation de ce secteur-là, elle est très limitée, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire déménager géographiquement pour s'éloigner effectivement de la côte, mais ça veut dire derrière, il faut des infrastructures en termes d'électricité, de fourniture d'électricité, il faut des infrastructures en termes de réseau routier, et puis de facto, plus vous éloignez de la côte, plus vous éloignez des ports. Et donc, ça rend beaucoup plus difficile les exportations pour ce pays-là. Donc, vous voyez,
cette capacité de l'adaptation de certains acteurs au changement climatique, la réponse n'est pas si facile que cela. Alors bien sûr, ce sera aussi mon fil conducteur par la suite. Bien entendu, le secteur bancaire a un rôle très important à jouer. D'ailleurs, le secteur bancaire doit jouer ce rôle de financeur de cette adaptation de certains acteurs au changement climatique. Mais se pose cette question, est-ce que les contreparties peuvent s'adapter? Est-ce que les contreparties que je m'apprête à financer en tant que banque sont capables de s'adapter à ce changement climatique? Si la réponse est oui, alors je dois accompagner effectivement ces acteurs-là. Et effectivement, cette adaptation au changement climatique, elle est bien sûr bénéfique pour d'autres volets du développement. Souvent, on rattache ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance, on rattache risque climatique à ce qu'on appelle les ODD, donc les objectifs de développement durable. Et c'est très clair que l'augmentation de ces risques climatiques va poser de vraies questions sur l'atteinte de ces ODD, de ces objectifs de développement durable, et donc ne pas faire en sorte de s'adapter à ces changements climatiques pose la question effectivement du respect de ces ODD. À l'inverse, vous voyez que l'adaptation au changement climatique va permettre d'être beaucoup plus résilient aux pandémies, va permettre également d'avoir des effets de débordement beaucoup plus importants. Ça va permettre de réduire les inégalités, ça va permettre de stimuler la croissance économique. Et puis surtout, un sujet qui nous intéresse en tant que, je dirais, banque ou en tant que superviseur, c'est que ça va aussi permettre de préserver la stabilité macroéconomique et financière. Puisque, on le verra, l'objet de la prochaine section, c'est justement de vous montrer dans quelle mesure ces risques climatiques, au sens très large du terme, peuvent exacerber l'instabilité financière. Bon, écoute, alors, j'ai donné ici, pour terminer cette section. Vas-y. Alors, sur la question, est-ce que... Alors, la question est, en exploitant massivement l'énergie solaire, les pays subsahariens ne pourraient-ils pas devenir exportateurs d'électricité? Alors, c'est une vraie question. Cette production d'électricité par panneaux photovoltaïques, on a des exemples. L'Afrique du Sud a très fortement développé la production d'électricité par photovoltaïque. Les conditions, effectivement, en termes d'ensoleillement le permettent. Mais il y a eu quelques estimations récentes d'institutions internationales qui montrent que ça permettra à peine de remplacer aujourd'hui les besoins en électricité des pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'électricité dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, c'est une production par centrale à charbon, parce que le nucléaire n'est pas développé. Et donc, cette production par photovoltaïque permettra de répondre, oui, à une bonne partie de cette production par centrale à charbon, mais ne pourrait pas permettre de répondre à la totalité des besoins. Donc, c'est un vrai sujet, et je pense que vous avez raison, c'est un début de réponse à cette question de l'adaptation au changement climatique. Mais vous voyez, ici, on est vraiment dans la logique, est-ce que ça permettrait de réduire l'impact en termes de gaz à effet de serre? La réponse est oui, mais est-ce que les émissions de gaz à effet de serre, c'est une problématique purement africaine? La réponse est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principaux émetteurs, ce n'est pas le continent africain. Les principaux émetteurs, c'est la Chine et les États-Unis. Tant que ces pays-là, de toute façon, n'auront pas décidé je dirais, de converger vers une stratégie bas carbone, la question de l'évolution des catastrophes naturelles se posera toujours, même pour le continent africain. Donc oui, c'est un sujet central, mais c'est un sujet qui ne répond, je dirais, qu'à une petite partie de la question en ce qui concerne les économies d'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup pour votre question. Alors, ici, j'ai donné quelques exemples, mais je vais en prendre un ou deux. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de stratégie d'adaptation, alors c'est vrai que ces stratégies d'adaptation, on pense surtout au secteur de l'agriculture. Et c'est clair qu'il y a eu tout un tas de tentatives dans certains pays pour justement rendre beaucoup moins vulnérable ce secteur de l'agriculture au changement climatique, notamment en ayant de nouvelles variétés de blé, en mettant sur pied de nouvelles variétés de blé, en mettant en place des politiques de captage et de rétention d'eau qui permettent de répondre à une partie de la problématique en termes de sécheresse. Même si la réponse n'est pas si claire que ça, il y a eu un document récent de la Banque mondiale qui vous montre qu'effectivement les réserves d'eau, même lorsqu'elles sont, je dirais,
relativement petite, hein, pose un autre problème, c'est le problème effectivement de la malaria. C'est-à-dire que ça a tendance à concentrer le nombre de moustiques, hein, autour de ces réserves en eau. Et en fait, c'est vrai que ça permet de rendre le secteur de l'agriculture beaucoup moins vulnérable aux épisodes de sécheresse. Ça permet d'augmenter les revenus des agriculteurs et notamment des productions familiales. Hein. Mais d'un autre côté, ça pose de vrais sujets en termes de santé publique. Donc, vous voyez, la réponse, je dirais la réponse globale à cette question-là de la sécheresse, elle n'est pas si simple non plus, parce que vous avez la question purement économique, et puis vous avez également la question en termes de santé publique. Et c'est vrai que la Banque mondiale est en train de revenir, hein, sur cette question du financement, de barrages de relative petite taille, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des effets contre-productifs à cela. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'évolutions, de tentatives au sein de certains pays pour essayer de rendre beaucoup plus résilient ce secteur de l'agriculture à ce changement, en tout cas à ces changements climatiques. D'accord. Yannick, dis-moi, au fait, là, je pense qu'on finit la première partie. Ce que nous, on retient, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est concernée par ce sujet-là. Ça, c'est indéniable. Je pense que ta démonstration nous a permis de voir aujourd'hui clairement qu'on était totalement impacté par cela. Moi, je retiens aujourd'hui qu'on a deux méthodes. On a l'atténuation et on a l'adaptation. Mais j'avais une question en réalité. Quel facteur économique ou institutionnel pourrait permettre aux pays africains de réduire leur vulnérabilité face aux risques climatiques? Alors, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, en tout cas dans ce rapport, hein, qui est un rapport conjoint FMI-Banque mondiale, en tout cas la Banque mondiale y a contribué, ils essaient d'identifier différents facteurs institutionnels, économiques, qui pourraient, je dirais, faciliter cette résilience, en tout cas réduire cette vulnérabilité à ces changements climatiques. Alors, parmi les deux facteurs qui ressortent, c'est un facteur lié notamment au réseau électrique, c'est-à-dire la fourniture d'électricité, c'est-à-dire que ça ressort comme le principal facteur permettant de renforcer la résilience face aux épisodes de sécheresse, et on comprend pourquoi. Hein. L'électricité permet de mettre en place une irrigation beaucoup plus efficiente. Et puis surtout, il y a un facteur qui me semble très important, moi, qu'identifie le FMI et la Banque mondiale, c'est l'accès au crédit. C'est-à-dire que dans ce rapport, alors c'est vrai que ça joue beaucoup moins que typiquement l'électricité, mais on voit bien que, en tout cas, ça met en lumière le fait que le secteur bancaire et le secteur financier ont un rôle très très important à jouer pour accompagner ces acteurs-là. Alors je sais que c'est un vrai sujet en Afrique subsaharienne, le financement du secteur privé par le secteur bancaire, mais les choses sont en train d'évoluer. On a un secteur bancaire qui est beaucoup plus performant qu'il y a une vingtaine d'années, pour lesquels on a un financement qui est beaucoup plus profond du secteur privé. Et ça veut dire que demain, le secteur bancaire en Afrique subsaharienne va devoir effectivement se poser la question de qui j'accompagne, comment j'accompagne ces secteurs d'activité, notamment pour effectivement pour réduire, hein, leur vulnérabilité à ces changements climatiques. Alors, je vous dis tout de suite, la question ne se pose pas qu'en Afrique. Hein. En Europe, c'est un vrai sujet. Qui j'accompagne et comment j'accompagne les acteurs économiques pour acter leur transition énergétique et surtout les rendre beaucoup plus résilients face à ces changements climatiques. Alors, il semblerait qu'il y ait un problème de son. Exactement, c'est ce que ma pote a dit. Est-ce que vous nous entendez parfaitement? C'est au niveau. Vous entendez parfaitement, Monsieur Doumbia? Moi, de mon côté, ça a l'air de fonctionner. Donc, moi également, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Ok, donc je me permets de continuer. Voilà, continuez. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, Yannick, est-ce qu'on peut dire également que quel est le rôle notamment de nos États dans ces facteurs? Comment ils pourraient jouer véritablement pour améliorer, on va dire aujourd'hui, pour réduire nos vulnérabilités? Alors, les États, il y a différents leviers. Alors, il y a les leviers traditionnels, c'est-à-dire, bien entendu, améliorer les dépenses publiques, faire en sorte de rendre, en tout cas, améliorer le cadre juridique et institutionnel pour faciliter le financement bancaire. Bon, ça, c'est des choses que je dirais qui sont assez traditionnelles, que l'on avance depuis une vingtaine d'années, qui font partie des recommandations du FMI, de la Banque mondiale, c'est-à-dire faciliter, en tout cas,
faire en sorte que les banques, aujourd'hui dans la zone, soient prêtes à financer beaucoup plus ce secteur privé. Pour moi, il y a un levier qui est important. Ça va être aussi toutes les émissions d'obligations souveraines vertes. C'est-à-dire que l'État va avoir un rôle à jouer aussi pour mieux orienter les dépenses publiques en émettant des obligations dites vertes, c'est-à-dire financer des projets de grande ampleur, des projets publics qui vont permettre effectivement d'amorcer la transition énergétique des pays, qui vont permettre d'accompagner des entreprises publiques et parapubliques dans leur transition, et puis surtout qui vont permettre également de protéger certains acteurs de ces changements climatiques. Donc oui, les États ont un rôle très important à jouer et différents leviers d'action pourront être mobilisés. Après, on le sait, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de risque climatique, il y a plein d'autres sujets sur la table aujourd'hui en Afrique subsaharienne, mais très clairement, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en tout cas dans cette première partie, c'est que ce sujet-là ne doit pas être mis de côté, c'est un sujet très très important pour moi, et ce que je vais essayer de vous montrer justement, c'est que le secteur bancaire aujourd'hui se doit de réfléchir, de commencer à réfléchir à comment accompagner les acteurs économiques, les entreprises, les ménages, pour les rendre beaucoup plus résilients face à ces changements climatiques. Alors oui, il va y avoir des impacts très importants, on s'attend à des migrations climatiques, donc tout ne pourra pas être fait, tout ne pourra pas permettre, toutes les actions, tous les leviers ne pourront pas être mobilisés, certaines zones géographiques seront beaucoup plus concernées que d'autres, mais en tout cas, les États, mais aussi le secteur bancaire ont un rôle certainement très important à jouer. Alors, dans cette deuxième partie, ce que j'aurais aimé aborder avec vous, c'est justement comment ces risques climatiques, et on va essayer de les définir encore plus précisément, peuvent se répercuter sur le secteur bancaire. Et surtout, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment ces risques, alors je préfère même le terme risques liés au changement climatique, parce que vous allez voir, ces risques, en fait, ils sont multiformes. Comment ces risques liés au changement climatique peuvent exacerber les risques bancaires traditionnels, et notamment le risque de crédit. Et c'est un sujet central aujourd'hui en Europe, puisque le superviseur souhaite que les banques intègrent ces risques climatiques dans l'évaluation de leurs risques traditionnels et notamment de leurs risques de crédit. Alors, ces risques climatiques, c'est pour ça que j'ai appelé ça « De quoi parle-t-on » Alors, c'est vrai, pour être honnête avec vous, vous m'auriez dit il y a 10 ans, risque climatique pour le secteur bancaire, je vous aurais dit, mais de quoi vous me parlez? C'est un sujet qui est très récent. Le premier rapport sur le sujet, c'est 2016. 2016, premier rapport de la Banque centrale d'Angleterre sur le sujet des risques climatiques pour le secteur bancaire. Donc, c'est un sujet qui est très récent. C'est un sujet qui est en train de monter en puissance, je dirais, dans tout un tas de régions du monde, notamment en Europe, mais également dans d'autres zones géographiques. C'est un sujet qui commence à préoccuper un certain nombre de superviseurs. Vous prenez aujourd'hui le Maroc, Banque Al Maghrib, la banque centrale marocaine, a commencé à intégrer cette question des risques climatiques dans son process de supervision. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est sur la table, c'est un sujet que vont devoir appréhender très rapidement à la fois les banques, le secteur bancaire au sein de l'Afrique subsaharienne, mais aussi, bien entendu, les superviseurs. Alors, pour être plus précis avec vous, on distingue 3 types de risques climatiques. Les risques physiques. Alors, les risques physiques, c'est ce dont on parlait juste avant. Les risques physiques, c'est à la fois le risque de catastrophe naturelle et c'est les risques liés au changement climatique structurel. Alors, c'est pour ça que le superviseur utilise 2 termes, ce qu'il appelle les risques physiques aigus, c'est-à-dire le risque de catastrophe naturelle, et les risques physiques chroniques, c'est-à-dire les risques liés au changement climatique structurel, c'est-à-dire une pluie, en tout cas des épisodes pluviométriques anodins, enfin je veux dire extrêmes, des épisodes de sécheresse. Donc vous voyez, vraiment un changement structurel du climat. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça joue sur le secteur bancaire? Alors ça joue tout simplement parce que ces risques physiques, qu'ils soient de type catastrophe naturelle ou de type changement climatique structurel, ils vont jouer tout simplement sur les acteurs économiques. Ils vont jouer sur effectivement la poursuite d'activités des entreprises. Ils vont jouer sur la rentabilité de certaines entreprises. Alors je prends un exemple franco-français, mais aujourd'hui,
quand on parle de changement climatique structurel, quand vous regardez le taux d'enneigement dans les Alpes du Sud, on se pose très clairement la question de quelle va être la rentabilité du secteur du tourisme d'hiver à horizon 5 ans, 8 ans. Donc, vous voyez, ces changements climatiques structurels, ils vont concerner plus spécifiquement certains secteurs. Bien sûr, le secteur de l'agriculture, en Europe ou en Afrique. Donc, vous voyez, quand on parle aujourd'hui de risque physique pour le secteur bancaire, c'est bien sûr le risque de catastrophe naturelle qui peut mettre à plat un certain nombre d'acteurs économiques, mais c'est aussi le risque lié au changement climatique structurel qui peuvent jouer durablement sur la rentabilité de certaines entreprises et qui peuvent donc de facto impacter le secteur bancaire et notamment, on le verra juste après, le risque de crédit. Alors, je vais anticiper deux choses, enfin, je vais anticiper par rapport à ce que j'avais prévu de faire, mais juste pour être très clair avec vous, quand on parle de risque physique de type catastrophe naturelle, c'est-à-dire de risque physique aigu, quel est le vrai sujet aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Parce que tout simplement, on s'attend à ce que le taux de couverture assurantielle de ce type de risque baisse structurellement. Alors, vous allez me dire, en Afrique, la question ne se pose même pas parce que, de toute façon, le marché de l'assurance non-vie, il est relativement embryonnaire. Et oui, c'est vrai. Alors, ça dépend des pays, c'est assez hétérogène, mais vous voyez, pourquoi on parle de risque climatique, de risque de catastrophe naturelle pour le secteur bancaire? Tout simplement parce que les assurances vont jouer de moins en moins leur rôle. Soit parce qu'elles ne seront plus capables de couvrir ce type de risque, tout simplement parce que ces risques, leur intensité va augmenter, leur occurrence va augmenter, ou soit elles continueront à couvrir ce type de risque, mais en fixant des primes d'assurance beaucoup plus élevées. Et je dirais le résultat est le même, c'est-à-dire que les agents économiques ne se couvriront plus contre ce type de risque parce que les primes d'assurance sont devenues beaucoup trop élevées. Et je dirais la conséquence elle est la même, c'est-à-dire que les acteurs économiques, les entreprises ne seront quasiment plus couvertes contre ce risque de catastrophe naturelle. Oui, c'est un vrai sujet en Europe et c'est un vrai sujet en Afrique subsaharienne, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché de l'assurance non-vie, alors c'est très hétérogène suivant les pays, mais il est relativement embryonnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est frappée par une catastrophe naturelle. Cette entreprise-là, bien sûr, si elle n'est pas couverte par une assurance, qui se retrouve au bout de la chaîne quasiment directement, c'est le secteur bancaire. C'est-à-dire c'est la banque qui a typiquement accordé un ou plusieurs lignes de crédit à cette entreprise, et mécaniquement, on voit très bien que ce qui va augmenter, c'est la probabilité de défaut de l'emprunteur. Donc, vous voyez, si on parle aujourd'hui de risque de catastrophe naturelle pour le secteur bancaire, en Europe ou dans d'autres zones du monde, c'est parce que se pose la question, effectivement, du taux de couverture assurantielle. En tout cas, dans quelle mesure le secteur de l'assurance couvre ce type de risque. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, et vous voyez, on le voit très bien ici sur ce graphique-là, vous avez un décrochage très clair entre les coûts économiques en rouge engendrés par les catastrophes naturelles dans le monde, et en bleu, vous avez les pertes qui sont assurées. Parce que l'on voit, c'est très clair, c'est qu'à partir du début des années 90, on a un décrochage. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de dommages liés aux catastrophes naturelles, et la courbe en bleu, qui est la courbe des dommages qui sont assurés, la courbe en bleu ne suit pas. C'est-à-dire que plus l'écart entre les deux courbes est important, plus effectivement la part des catastrophes naturelles non assurées augmente. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui dans le monde, quand vous prenez la période 1980 à 2023, il faut savoir que vous avez 75% des pertes engendrées, des pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles qui ne sont pas assurées. Sur une période 80-2023. Imaginez à horizon 2030 ou 2035, lorsqu'effectivement les assureurs se seront retirés quasiment totalement de la couverture de ce type de risque. D'ailleurs, en Europe, ça inquiète énormément le superviseur. La Banque Centrale Européenne s'inquiète énormément de ce que va devenir le marché de l'assurance des catastrophes naturelles. Parce que si ce marché de l'assurance est amené à baisser structurellement, si la couverture est amenée à baisser structurellement, ça veut dire de facto que le risque se reporte du secteur de l'assurance au secteur de la banque. Parce que la banque va subir tout simplement ce type de risque. Alors, ça, vous voyez, ce sont les risques physiques, soit les risques aigus, catastrophes naturelles, ou soit les risques chroniques. Alors, on a un autre type de risque qu'on appelle le risque de transition. Alors, ce risque de transition, je vais l'expliquer très, très simplement. Ce risque de transition, c'est le risque que demain,
les gouvernements se mettent autour de la table et décident de resserrer la vis très fortement en termes de politique environnementale. C'est-à-dire se mettre à prendre des mesures assez strictes pour effectivement mettre en place des politiques environnementales beaucoup plus contraignantes, c'est-à-dire mettre en place des quotas sur les émissions de CO2, mettre en place des taxes sur l'utilisation des énergies fossiles, réformer le marché des droits à polluer. Enfin, on peut imaginer tout un tas de leviers de politique économique qui viendraient justement répondre aux engagements des accords de Paris. C'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc, vous voyez, ce risque de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, vous prenez une mesure de politique économique et vous décidez de resserrer la vis très fortement, très rapidement, de manière brutale. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que vous avez tout un tas d'acteurs, tout un tas d'entreprises, tout un tas de secteurs qui ne seront certainement pas prêts face à cela. Et donc, vous voyez, ces acteurs-là, je réponds aux questions juste après, ces acteurs-là, demain, s'ils ne sont pas prêts dans leur transition à supporter ce resserrage brutal des politiques environnementales, en anglais, on utilise le terme de stranded asset. En français, je le traduirais par actif échoué. C'est-à-dire que ces entreprises-là, ces secteurs-là, vont être laissés sur le bord de la route. C'est-à-dire que vous imaginez, demain, vous devez payer des taxes beaucoup plus importantes. On vous impose des quotas ou on vous impose des politiques environnementales beaucoup plus fortes. Ça veut dire que votre rentabilité chute inexorablement et relativement fortement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une banque, cette banque, si elle a octroyé un crédit à cette entreprise, cette banque, effectivement, le risque, c'est que cette entreprise fasse défaut. Donc, ce risque de transition, et je terminerai, je répondrai aux questions juste après, ce risque de transition, vous allez me dire, oui, mais en Afrique subsaharienne, on n'est pas concerné parce qu'on est encore très loin de mettre en place des mesures de politique environnementale. On est dans une problématique plutôt de développement, et donc, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est toute la chaîne de valeur qui sera concernée. C'est-à-dire que, imaginez demain, en Europe, on décide de mettre en place des politiques environnementales qui limitent les importations de tel ou tel produit, de tel ou tel bien, parce qu'on juge que c'est trop polluant. Vous êtes un exportateur localisé en Afrique subsaharienne, et demain, vous avez l'Europe qui prend cette décision-là. Vous voyez bien que demain, ça va réduire très fortement vos volumes d'exportation. Et donc, vous voyez, il ne faut pas voir ce risque de transition, mais c'est la même chose pour les risques physiques. Il ne faut pas voir ce risque de transition, ce risque physique, comme quelque chose d'intrinsèque à l'entreprise. Il faut bien raisonner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois mes clients, mes fournisseurs, en amont, et mes clients en aval. Et si de telles mesures de politique économique sont prises, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui va être concernée, l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise qui va être concernée. Donc c'est un vrai sujet, et souvent l'erreur aujourd'hui des banques, c'est de ne raisonner que sur une vision intrinsèque à l'entreprise, intrinsèque à la contrepartie. Alors pourquoi les banques font cela? Parce que c'est très compliqué aussi de raisonner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est très compliqué à modéliser. Mais en tout cas, c'est là vers où il faudra aller. Ce risque de transition, ce n'est pas juste un risque intrinsèque à l'entreprise, et c'est pas parce que effectivement dans un pays on ne va pas mettre sur pied à horizon 10 ans, 15 ans des politiques environnementales beaucoup plus strictes que les entreprises de ce pays-là ne sont pas concernées, notamment si ces entreprises sont exportatrices et que demain on décide en Europe de mettre en place, par exemple, une taxe aux frontières sur les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit bien que le choc pourrait être terrible pour des entreprises qui exporteraient à destination de l'Europe, puisque demain, ces exportations, en tout cas les importations des pays européens, leur coûteraient beaucoup plus cher, puisque cette taxe aux frontières, cette taxe carbone aux frontières s'appliquerait. Donc vous voyez, ce risque de transition, il est beaucoup plus complexe que simplement le fait que l'entreprise, parce qu'elle est localisée dans un pays donné, soit concernée par ce resserrage de vis d'un point de vue politique environnemental. Alors je réponds aux deux questions. Les banques devraient-elles ne plus financer dans certaines zones géographiques à haut risque physique, ce qui générerait un effet procyclique sur l'économie locale de ces zones? Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que vous avez des banques qui commencent à, alors je dirais en Europe, mais la question va se poser partout, qui commencent à ne plus financer certaines entreprises
certains ménages dans des zones jugées à risque. Hein. Ici, je parle de risque physique, hein, c'est-à-dire de risque de catastrophe naturelle ou de risque de changement climatique structurel. Et quand M. Dima parle effectivement d'effets procycliques, c'est que ça renforcerait en fait, hein, ça renforcerait les conséquences négatives, puisqu'il n'y aurait plus de flux de financement, en tout cas beaucoup moins de flux de financement à destination de cette zone-là, et ça pourrait potentiellement générer un effet très fortement procyclique. Alors je vais quand même répondre, je vais essayer de répondre de la manière la plus complète à la question. Il y a eu des études qui ont été menées aux États-Unis suite aux ouragans Katrina, aux ouragans Sandy notamment, qui montrent que les banques sont très conscientes de cela, parce que quand vous avez une zone qui est touchée par ces ouragans, en fait, on se rend compte que des banques qui sont présentes sur l'ensemble du territoire, certaines banques américaines vont réallouer une partie de leur flux de financement des zones non touchées vers les zones touchées. Donc, parce qu'elles sont très conscientes qu'effectivement, lorsque ce type de catastrophe naturelle arrive, l'idéal, c'est de reconstruire le plus vite possible, de financer les acteurs locaux le plus vite possible pour essayer de repartir le plus vite possible. Mais c'est vrai que ça, c'est du court terme. À long terme, à moyen terme, long terme, ce changement climatique va faire que des banques ne financeront plus certains types d'activités situées dans certaines zones géographiques parce que le risque sera trop important. Alors, j'ai une deuxième question. C'est ça, la question de M. Hugues. Comment une banque peut-elle se prémunir des risques climatiques? Alors ça, on verra après. Je donnerai quelques éléments de réponse juste après. Les banques peuvent-elles continuer à octroyer des crédits avec des garanties de type matière première? Alors ça, oui, c'est du risque de transition. Pour l'instant, ces matières premières, le marché ne price pas ce risque et le marché des matières premières se porte plutôt bien. Mais c'est un vrai risque à terme, hein, c'est-à-dire que lorsque vous avez des garanties de type matière première, on s'attend à ce que certaines matières premières et à ce que l'industrie extractive se porte beaucoup moins bien. Donc c'est un vrai sujet. Quel type de garantie aussi je dois prendre en tant que banque lorsque je suis amené à octroyer un crédit. Voilà, donc j'avance et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, après, il y a un troisième type de risque, qui est le risque de responsabilité des risques juridiques. Bon, j'en parle pas parce que c'est le risque que demain, certaines banques se voient assignées en justice pour avoir financé effectivement certaines activités dites polluantes. Alors, c'est un vrai sujet, ça devient un sujet très important en Europe. Mais surtout aujourd'hui, quand on parle de risque de responsabilité, les banques ont surtout en tête le risque de réputation. Et elles se posent la question, est-ce qu'elles doivent continuer à financer tel secteur ou tel secteur? Est-ce que le financement de tel ou tel secteur n'aggraverait pas tout simplement leur risque de réputation? Alors, juste pour vous donner un exemple de risque physique chronique dans le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai été sur le site du NGFS. Alors, le NGFS, c'est ce qu'on appelle le Network for Greening the Financial System. Et le NGFS a lancé il n'y a pas très longtemps ce qu'on appelle le Data Portal, donc un portail de données, où il donne des évolutions liées à ces risques physiques pour tous les pays du monde. Alors ici, j'ai pris dans le cas de la Côte d'Ivoire dans le pays dans son ensemble, mais après, vous avez des données province par province, département par département. Bon, c'est très clair. Hein. Quand vous regardez l'évolution de la fraction de terre exposée aux vagues de chaleur, bon, c'est très clair. Aujourd'hui, on a une évolution tendancielle qui est très forte. Alors bien sûr, avec des intervalles de confiance relativement larges parce qu'il y a une incertitude à horizon 2050-2060. Mais effectivement, quand vous prenez l'évolution de la part des terres exposées aux vagues de chaleur, il est très clair que la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique subsaharienne, sont concernés de manière assez forte par ce risque physique chronique, par ces changements climatiques chroniques. Alors tout à l'heure, je parlais de risque de transition. Alors ce risque de transition, en tout cas, ce qui est fait aujourd'hui en Europe ou dans d'autres zones du monde, c'est que on demande aux banques d'évaluer leur risque de transition à partir de transition par les prix. C'est-à-dire qu'on demande aux banques d'évaluer ce risque-là en faisant l'hypothèse que demain, le prix de la tonne de CO2 va exploser. Alors, quand je dis demain, en fait, ce que prévoit le superviseur, c'est un resserrage de vis à partir de 2028-2030. Et il prévoit une transition désordonnée. C'est-à-dire, on va resserrer les boulons un peu partout, on va prendre des mesures de politique environnementale complètement désordonnées, très fortes. Et puis, la conséquence, c'est que le prix de la tonne de CO2 va exploser. Et donc, si vous êtes une entreprise très polluante, typiquement, vous êtes un actif échoué, vous êtes un stranded asset.
C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on passerait à un prix de la tonne de CO2 à horizon 2050 fois 20, fois 30. Et donc, ça veut dire que demain, si vous êtes très fortement polluant, si vous êtes très fortement émetteur de CO2, bah, vous ne pourrez pas supporter en tant qu'entreprise cette augmentation du prix de la tonne de CO2 que vous devrez payer pour continuer à émettre, parce que tout simplement, ça va venir tout simplement tuer votre rentabilité, hein, et vous allez disparaître en très peu de temps, d'où le risque effectivement pour le secteur bancaire. Alors oui, j'ai repris ce petit tableau, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai repris ce petit tableau de la BCE que je trouve très intéressant. S'il y a des questions, bien sûr, je vous laisserai mon adresse mail en fin de webinaire. Mais ici, l'idée, c'est de vous montrer que, bien sûr, ces risques climatiques pour le secteur bancaire, que ce soit risque physique ou risque de transition, bah, ils vont jouer sur quasiment tous les risques traditionnels du secteur bancaire. Alors bien sûr, ils vont jouer sur le risque de crédit. Notamment, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la probabilité de défaut de certains acteurs va augmenter. La probabilité de défaut de certaines contreparties qu'a financé la banque vont augmenter. Mais on a aussi la question en termes de LGD, de Loss Given Default, de perte en cas de défaut. Vous avez demain des acteurs économiques qui seront touchés notamment par des catastrophes naturelles, qui seront touchés par des changements climatiques beaucoup plus structurels, et très clairement, la perte en cas de défaut risque d'augmenter très fortement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de risque climatique, on a surtout en tête risque climatique qui se transmet au risque de crédit. Mais pas seulement. En fait, il va y avoir aussi du risque de marché. C'est-à-dire que demain, quand le marché va commencer à pricer ce risque-là, bah, toutes les entreprises, tous les secteurs qui seront très fortement exposés, notamment au risque de transition, et ben en fait, les rendements sur les marchés vont fortement évoluer à la baisse. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un pricing de ce risque sur les marchés, et ça va représenter effectivement des enjeux majeurs, hein, sur tout ce qui est investissement de portefeuille pour les banques, d'où le terme de risque de marché. Hein. Et effectivement, ces risques climatiques pourraient se transformer, en tout cas venir exacerber les risques de marché du secteur bancaire. Et puis peut-être un dernier mot, le risque de liquidité. Alors c'est vrai que ce risque de liquidité, le superviseur en parlait très peu il y a encore quelques années, je dirais il y a encore 2-3 ans, quasiment personne n'en parlait, ce n'était pas un sujet très important. Et on s'est rendu compte, dans certaines zones du monde, que les catastrophes naturelles, ici je parle de catastrophes naturelles, je n'ai pas le temps de développer plus sur ce risque de liquidité, mais rien que sur les catastrophes naturelles, on s'est rendu compte que ces catastrophes naturelles pouvaient mettre sous pression le secteur bancaire, et notamment sous pression en termes de liquidité. Pour une raison très simple, quand vous êtes touché par une catastrophe naturelle, quand vous avez une zone géographique qui est touchée par une catastrophe naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, les ménages, vous allez devoir, en tout cas, dépenser un petit peu plus, en tout cas à court terme, et ça veut dire pour les banques des sorties de passifs relativement plus importantes. Puisqu'effectivement, vous voyez, imaginez, vous êtes un ménage, vous êtes touché par un ouragan, vous êtes dans la zone Caraïbe, vous êtes touché par un ouragan, vous allez devoir, avant que l'assureur ne passe, vous allez devoir effectivement remplacer, en tout cas bâcher votre toiture, remplacer le frigo qui ne fonctionne plus parce qu'il a été inondé. Ah oui, il y a tout un tas de dépenses du côté des entreprises, mais aussi des ménages, qui vont générer des sorties de passifs, hein, des sorties de dépôts du secteur bancaire, et qui risquent très fortement de mettre sous pression le secteur bancaire dans son ensemble. D'ailleurs, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, quand vous allez dans la zone monétaire Caraïbe, qui comprend 6 petites îles, Saint-Kitts and Nevis, etc., Sainte-Lucie, Grenadine, etc., on a une banque centrale, hein, c'est une zone monétaire comme la zone UMOA, comme la zone CEMA, comme la zone euro. Hein. À chaque fois qu'il y a un ouragan de relative forte ampleur, à chaque fois, la Banque centrale est obligée d'intervenir en tant que prêteur en dernier ressort pour injecter rapidement, massivement des liquidités au sein du secteur bancaire pour éviter tout simplement une crise de liquidité systémique au sein du secteur bancaire. Alors, je reviens, monsieur Klutze, je reviens juste après. Je réponds à toutes les questions. Je termine juste sur cette présentation. En quelques mots, une fois qu'on a compris ce qu'étaient ces risques climatiques, la vraie question, c'est comment je me prémunis contre cela en tant que banque. Alors, comment je me prémunis? Ça veut dire comment j'intègre cela dans ma politique d'octroi de crédit. Ça, c'est primordial. Et puis, comment je suis en continu
ce risque au sein de mon portefeuille crédit? Alors, ce n'est pas si facile que ça. La réponse est vraiment pas si facile que cela parce que ça veut dire qu'il faut mobiliser un certain nombre de données. Alors, ces données, elles sont très importantes puisque ces données, elles vont permettre effectivement, elles vont devoir être intégrées, je dirais, à la fois dans ce qu'on appelle le credit scoring et le credit monitoring, à la fois dans la tarification du crédit, dans l'évaluation de la prime de risque climatique, mais aussi dans le suivi du risque, notamment tout ce qui concerne le provisionnement. Et donc, ça répond un petit peu à votre question, Monsieur Plutze. Il est très clair qu'aujourd'hui, il y a une réflexion, et d'ailleurs, si vous regardez les derniers rapports sur la question, il y a une réflexion assez avancée sur comment je provisionne ce type de risque. Parce qu'il va falloir développer des modèles de provisionnement. Alors, quand je dis des modèles de provisionnement, il va falloir adapter tout simplement le calcul des paramètres de risque de type notamment proba de défaut et perte en cas de défaut. C'est-à-dire qu'il va falloir faire évoluer les modélisations pour pouvoir prendre pleinement en compte dans ces paramètres, dans l'estimation de ces paramètres de risque de type proba de défaut et perte en cas de défaut, justement pour pouvoir être capable de provisionner en fonction de l'exposition du portefeuille crédit de la banque à ce type de risque. Alors, ce n'est pas si simple que ça parce que ça demande tout un tas de données. Alors ici, j'ai repris un petit graphique qu'avait publié la Banque de France dans un billet, et je vais en dire deux mots. Ces données, alors bien sûr, ces données, elles nécessitent déjà d'avoir une vision très précise de la géolocalisation des contreparties dans votre portefeuille. En tant que banque, il va falloir être capable d'identifier précisément la géolocalisation des contreparties. Alors, regardez ce que dit la Banque de France. Elle dit localisation des actifs physiques et des chaînes de valeur et d'approvisionnement à un niveau très granulaire. C'est-à-dire que la Banque de France dit, oui, il va falloir être capable de géolocaliser la contrepartie, de géolocaliser les garanties associées aux différents crédits que j'ai accordés à cette contrepartie, d'être capable d'identifier les lieux de production et de stockage, si on parle d'une entreprise, qui produit notamment des biens, et être capable aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ces risques, ça concerne l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, être capable d'identifier au niveau en amont, c'est-à-dire au niveau des fournisseurs et au niveau des clients, l'exposition de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur à ce risque de transition et à ces risques physiques. Vous voyez toute la complexité et la difficulté aujourd'hui qu'ont les banques pour faire cela. Alors, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Je n'ai pas le temps d'en parler parce qu'en plus, c'est très technique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais y répondre par mail et on pourra échanger par la suite si vous voulez de la documentation là-dessus. Donc, ça veut dire effectivement une géolocalisation très précise. Ça veut dire quoi aussi? Vous voyez, données sur la capacité d'adaptation. Ça veut dire que, vous voyez, j'ai commencé par ça, la question de l'adaptation, de l'adaptabilité. Il va falloir être capable d'identifier dans quelle mesure une entreprise que je m'apprête à financer, dans quelle mesure cette entreprise elle est capable de s'adapter à ces changements climatiques, dans quelle mesure cette entreprise est capable de se protéger contre le risque de catastrophe naturelle. C'est pas si simple. Vous prenez typiquement l'agriculture, je suis incapable de vous dire à horizon 10 ans s'il existera un type de blé ou un type, des types de produits qui pourront être cultivés et qui seront beaucoup plus résistants à la sécheresse, qui seront moins gourmands en eau. Enfin, vous voyez, c'est un vrai sujet. Mais les banques doivent être capables aujourd'hui, au moins d'un point de vue qualitatif, d'essayer d'intégrer ça dans leur tarification, dans leur approche, tout simplement, de leur politique de crédit. Alors, sur les données météorologiques, honnêtement, ce n'est pas le plus dur. Il y a tout un tas de données qui sont fournies par le NGFS ou d'autres instituts au niveau mondial qui montrent tout simplement à horizon 2030, 2040, 2050 quels sont les risques de sécheresse, quels sont les risques d'inondation à un niveau très granulaire, à un niveau très précis géographiquement. Et puis, en ce qui concerne le risque de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer l'exposition des contreparties, notamment des entreprises, à ce risque que demain, le prix de la tonne de CO2 soit beaucoup plus élevé, à ce que demain, cette entreprise se voit impactée par des politiques environnementales beaucoup plus strictes. Et puis, ça veut dire aussi intégrer
la politique bas carbone que pourrait mettre en place l'entreprise. Vous voyez, une entreprise qui est prête à s'adapter à cela, qui est prête, je dirais, qui a la volonté d'avoir cette transition, en tout cas d'acter sa transition énergétique, ben, la banque doit l'accompagner, en tout cas se doit d'accompagner ce client-là, parce que de facto, ça réduit son risque de transition à un horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que cela. Ça veut dire mettre en place des process dans les collectes de données. Ça veut dire demain, si on parle juste des risques physiques, être capable d'identifier précisément, de géolocaliser précisément les contreparties, les sites de production et de stockage, d'identifier clairement les fournisseurs, les clients, leur géolocalisation, et de matcher ça avec quoi? De matcher ça avec des données météorologiques, des prévisions d'intensité de catastrophes naturelles à horizon 2030, 2040, 2050, et être capable aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de rapprocher cela de la question du taux de couverture assurantielle. Vous prenez deux clients, mais deux clients qui ne sont pas couverts de la même façon par une assurance, ben, c'est deux clients qui, de facto, ne sont pas exposés de la même manière à ces risques-là. Donc, vous voyez, alors aujourd'hui, attention, en Europe, il faut pas, il faut être très clair. Les banques partent d'une feuille blanche. Donc, il ne faut pas croire qu'en Europe, on est beaucoup plus avancé qu'ailleurs sur ces questions-là. Alors oui, les banques travaillent dur sur ce sujet-là depuis un certain nombre de mois, mais très clairement, tout reste à faire. Aujourd'hui, les banques sont à la recherche de proxy. Elles cherchent à approximer leur exposition à ces risques climatiques. Alors, juste un dernier mot là-dessus, pardon, excusez-moi. Ici, vous voyez, j'ai essayé de vous montrer toutes les dimensions pour intégrer cette composante climatique dans la gestion du risque de crédit. Et rappelez-vous, le risque de crédit, ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est-à-dire que ces risques climatiques vont exacerber les risques de marché, les risques opérationnels, le risque de liquidité. Mais bon, c'est clair que pour moi, le principal risque qui va être concerné par ces risques climatiques, c'est dans un premier temps le risque de crédit. Alors, c'est quoi les enjeux demain? À la fois en termes de collecte de données, mais à quoi vont servir cette collecte de données? Bien sûr, à modéliser cela, c'est-à-dire intégrer ces risques-là dans la modélisation, intégrer cela dans tout ce qui est process d'octroi et de tarification du risque, tout ce qui est surveillance tout au long de la durée de vie du crédit. Vous voyez, ça veut dire être capable d'intégrer dans son cadre d'appétit au risque ces risques climatiques et d'avoir un suivi très précis. Ça veut dire, dans ce cadre d'appétit au risque, se fixer des limites qui peuvent être des limites sectorielles, qui peuvent être des limites géographiques, justement pour limiter son exposition aux risques physiques et aux risques de transition. Ça veut dire, effectivement, une meilleure gestion des garanties, être capable de suivre la valorisation des garanties. Ce que ne font pas les banques aujourd'hui, ou très peu. Vous avez aujourd'hui une estimation de la garantie à l'instant T, c'est-à-dire dans l'entrée en relation clientèle, et ensuite, il y a très peu d'ajustements de la valeur de marché de ces garanties, et surtout, il y en a très peu en fonction des risques climatiques. Vous voyez, cette gestion des garanties va être aussi primordiale. Et quand on parlait tout à l'heure de géolocalisation, c'est bien sûr géolocalisation des contreparties, mais aussi géolocalisation très précise des garanties. Et puis, bien sûr, il va devoir y avoir un raisonnement, une réflexion très forte, que ce soit en Europe, en Afrique subsaharienne, sur comment je finance, comment j'incite mes contreparties à aller vers leur transition énergétique. On parle beaucoup aujourd'hui de finances vertes, on parle beaucoup de produits verts, on parle beaucoup de crédits à impact. Ben, c'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire, et ce seront mes derniers mots, si je suis une banque, oui, je suis exposé à ces risques physiques. Oui, je suis exposé à ce risque de transition. Mais comment je peux me prémunir, en tout cas, essayer de réduire cette exposition? Ben, c'est aussi en mettant sur pied une politique de financement qui accompagne mes clients, dans leur transition énergétique. Donc, qui font en sorte que ces clients, à horizon 10 ans, 15 ans, soient moins exposés à ce risque de transition. Ça veut dire accompagner mes clients afin d'améliorer leur résilience aux catastrophes naturelles. Faire en sorte que la rentabilité des entreprises que je finance soit beaucoup moins dépendante du climat. Et je donnerai juste un exemple. Vous allez aujourd'hui aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils savent très bien qu'à horizon 5 ans, 10 ans, ils seront les pieds dans l'eau, une grande partie, en tout cas plusieurs mois dans l'année, parce que les digues ne seront plus suffisantes pour résister à la montée des eaux. Et donc, les Pays-Bas seront
effectivement inondés, une bonne partie des Pays-Bas seront inondés plusieurs semaines dans l'année. Vous voyez, ça pose de vrais enjeux en termes d'agriculture, parce que les exploitations agricoles vont être concernées par cette augmentation, effectivement, de cette élévation du niveau de la mer. Comment le secteur bancaire des Pays-Bas s'est adapté à cela? Il a commencé à financer des méthaniseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez aux Pays-Bas les exploitations agricoles, leur source de revenus, ce n'est pas simplement l'exploitation agricole, ce n'est pas simplement les revenus agricoles, c'est d'autres sources de revenus qui sont beaucoup moins dépendants des aléas climatiques. Donc, vous voyez, moi, demain, je suis dans un pays d'Afrique subsaharienne, je suis banque. La question que je me pose, c'est comment j'accompagne mes clients pour que ces clients, demain, à horizon 5 ans, 10 ans, soient le moins exposés possible aux risques physiques et ou aux risques de transition. Alors, cet accompagnement, ça passe par des prêts qu'on appelle des prêts à taux bonifiés, c'est-à-dire des prêts pour lesquels les taux d'intérêt seront beaucoup plus avantageux s'ils financent un projet divers, c'est-à-dire un projet qui accompagne l'entreprise dans sa transition énergétique, dans son adaptation au changement climatique. Mais malheureusement, ça veut dire aussi que certains secteurs d'activité, certaines entreprises devront être laissés sur le bord de la route par les banques, parce que ces entreprises ou ces secteurs, leur capacité d'adaptation n'est pas suffisante, et ces secteurs-là représentent des risques trop importants pour le secteur bancaire, pour que le secteur bancaire continue à financer ces secteurs-là. Voilà, ce sera mon dernier mot, et je suis ouvert à toutes les questions que vous avez. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez. Il nous reste une petite quinzaine de minutes pour cela, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez aller plus loin sur certains sujets que j'ai abordés. D'accord. Merci beaucoup, Yannick. Effectivement, on est ouvert aux questions. On va essayer de récupérer les questions, mais avant que les participants puissent poser des questions, moi, j'avais deux questions. Parce qu'ici, les gens ont tendance à faire l'amalgame entre le risque climatique et le risque ESG. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Et ensuite, la deuxième question, de tout ton exposé, je pense qu'à un moment, est-ce que le régulateur devait commencer à réfléchir au niveau de l'Afrique subsaharienne, voir dans quelle mesure il pouvait intégrer le risque climatique dans le dispositif prudentiel? Alors, merci beaucoup, Christophe, pour ces deux questions. Alors, première question, quelle différence je fais entre risque ESG et risque climatique? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de risque ESG, donc risque ESG pour E, environnement, S, social, G, gouvernance. Alors, bon, déjà, le spectre est beaucoup plus large, c'est-à-dire que quand on parle de ESG, on est sur trois piliers, E, S et G. En Europe, c'est très clair, le superviseur se concentre surtout sur le E, c'est-à-dire sur les aspects environnementaux et sur ce qu'on appelle les performances ESG des entreprises. Alors, c'est un vrai sujet, mais dans l'aspect environnemental, c'est-à-dire dans ce E, on retrouve bien sûr l'exposition de l'entreprise au risque climatique, comme je viens de le présenter. Quand je dis l'entreprise, c'est la contrepartie que serait potentiellement amenée à financer une banque. Et on retrouve aussi d'autres aspects, c'est-à-dire notamment les aspects liés à la politique de transition énergétique de l'entreprise, à la mise en place de mesures au sein de l'entreprise pour justement contrer ces problématiques de risque climatique. Donc, on n'est pas simplement sur l'exposition de l'entreprise au risque climatique quand on parle de E, environnement, on parle de performance environnementale au sens plus large du terme, c'est-à-dire à la fois l'exposition de l'entreprise au risque climatique, mais aussi les efforts que fait cette entreprise pour s'adapter à ce changement climatique. Et ensuite, on retrouve donc le S et le G, social, gouvernance. Alors, c'est pas qu'ils sont pas importants. Alors, je pense que notamment dans le cas de l'Afrique subsaharienne, le G est très important, c'est-à-dire l'aspect gouvernance des entreprises est primordial. Et je pense qu'effectivement, les banques demain, quand je parlais de risques climatiques dans leur politique d'octroi de crédit, ce n'est pas simplement les risques climatiques. Il va falloir, vous voyez, on parle aujourd'hui beaucoup de notation extra-financière, d'approche extra-financière, d'évaluation extra-financière. Et c'est très clair. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'analyse du bilan, l'analyse du marché qui est nécessaire pour octroyer, en tout cas dans sa politique d'octroi de crédit. Il va falloir aller plus loin en intégrant ces fameuses variables, en tout cas ces fameuses informations extra-financières. Et il est très clair que dans le cas du continent, de l'Afrique subsaharienne, de la zone Afrique subsaharienne, pour certains pays, la question de la gouvernance est primordiale. C'est-à-dire que les banques vont devoir faire beaucoup plus attention aux aspects de gouvernance des entreprises dans leur politique d'octroi de crédit. Donc le spectre est beaucoup, beaucoup plus large.
Mais c'est un vrai sujet, même si, je l'ai dit, en Europe, le superviseur s'est surtout focalisé sur l'environnement, sur le E, sur les risques environnementaux. Bon, il faut savoir que ces risques ESG sont, je dirais, mesurés à travers tout un tas de variables, hein. Alors, ça dépend les approches que l'on retient, mais on a entre 250 et 400 variables, hein, pour mesurer ce spectre très large que sont les risques ESG. Et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question. Que pourrait faire le superviseur? En tout cas, est-ce qu'on peut imaginer demain que le superviseur tienne compte de ces risques climatiques dans sa politique de réglementation, sa politique de supervision? Alors la réponse est oui. Et en même temps, ça ne me choque pas. C'est-à-dire que si ces risques climatiques, ce sont des risques à part entière, ce sont des risques qui viennent exacerber les risques traditionnels du secteur bancaire, bah, il est logique que le superviseur réfléchisse à intégrer ces risques climatiques dans tout ce qui est calcul du RWA, c'est-à-dire calcul de l'exposition de la banque au risque, sur tout ce qui est calcul des fonds propres, sur tout ce qui est calcul des besoins en termes de coussins de liquidité pour les banques. Donc, oui, il y a déjà des réflexions très avancées en Europe. Alors, attention, aujourd'hui, il n'y a eu aucune modification du ratio de Solva qui intègre ces risques climatiques. Par contre, on demande aux banques d'intégrer dans ce qu'on appelle le pilier 2, c'est-à-dire notamment dans leur exercice d'ICAP et d'ILAP, on leur demande d'intégrer, notamment dans leur exercice d'ICAP, d'essayer d'intégrer de plus en plus ces considérations liées au risque climatique. C'est-à-dire qu'on leur demande très clairement d'essayer de faire évoluer leur modèle d'estimation des paramètres de risque, notamment proba de défaut, perte en cas de défaut, pour essayer d'intégrer le mieux possible ces risques climatiques. Alors c'est en cours, hein, c'est tout récent en Europe. C'est un vrai sujet parce que effectivement, certaines banques, les coûts en termes de fonds propres risquent d'être très importants. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est justifié si on croit le fait que ces risques climatiques peuvent se transformer en risques bancaires traditionnels et surtout exacerber ces risques bancaires traditionnels. D'accord. Merci beaucoup, Yannick. La dernière question qui me vient à l'esprit pour qu'on puisse terminer là-dessus, je pense que d'autres personnes puissent poser la question. Je reviens quand même sur ça, c'est très important. Aujourd'hui, je suis banque. Je suis une banque, une institution financière. J'entends parler du risque climatique. Je commence à faire quelque chose. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je commence à analyser mon portefeuille pour voir l'impact que le risque climatique a sur mon portefeuille? Comment est-ce que j'essaie de définir des limites concrètement? Est-ce que je commence à l'intégrer dans ma petite de crédit? Bon, qu'est-ce que tu peux conseiller sur ces questions-là? Alors aujourd'hui, il y a deux dimensions, c'est très clair. Il y a la dimension suivi du risque, et donc provisionnement et fonds propres, très clairement. Donc provision comptable et fonds propres. Donc ça, c'est un exercice sur lesquels les banques sont en train de travailler là en Europe. Exercice complexe parce que typiquement, on a deux horizons de temps qui sont différents. Un horizon qui est plutôt de court terme pour le risque, effectivement, les risques bancaires traditionnels, alors que là, on parle d'horizons beaucoup plus lointains. Et donc, ça passe bien entendu par des exercices de stress test, hein. Donc, on va venir tout simplement modéliser certains risques climatiques, que ce soit risque physique ou risque de transition, et on va regarder comment ça joue sur les paramètres de risque. Et c'est ce qu'a fait typiquement la BCE début 2022 dans son exercice de stress test sur les plus grandes banques, sur les 104 plus grosses banques européennes. Bon, c'est un exercice qui est délicat pour des raisons de disponibilité des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des données qui sont trop peu granulaires. Donc, ça, c'est sur la partie suivi. Après, il y a la partie, effectivement, comment je fais pour intégrer ça dans ma politique d'octroi de crédit, dans ma politique de tarification. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, lorsque la BCE a fait son stress test là, sur les 104 plus grosses banques européennes, elle a révélé qu'il n'y avait qu'un cinquième, à peine 20% des banques, sur les 104 grosses banques, qui intégraient de manière quantitative ou qualitative ces risques climatiques dans leur politique d'octroi de crédit. Vous voyez, en Europe, on n'est pas si avancé cela sur ce sujet-là, hein. Alors là, bien sûr, ça a évolué depuis 2 ans parce que la BCE a mis une pression énorme sur le secteur bancaire, en tout cas sur les grosses banques. Mais ça veut dire, vous voyez,
aller plus loin, mobiliser ce qu'on appelle notamment de la soft information, c'est-à-dire aller plus loin, avant même de considérer cela d'un point de vue purement quantitatif, bah, ça veut dire demain être capable d'évaluer la rentabilité du projet d'une entreprise conditionnellement à son exposition au risque climatique. Et puis petit à petit, on va aller effectivement sur des critères de plus en plus quantitatifs. Typiquement aujourd'hui, hein, vous avez certaines banques françaises qui, lorsqu'elles sont amenées à financer un bien immobilier, l'acquisition d'un bien immobilier, la première chose qu'elles vont faire, elles vont aller regarder où se situe le bien et quelle est l'exposition de ce bien au risque d'inondation à horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, ça veut dire demain aller sur ces fameux critères extra-financiers. Après, honnêtement, mais ça c'est mon point de vue, je pense que le S et le G jouent un peu moins, en tout cas en Europe. Je l'ai dit, en Afrique subsaharienne, c'est différent quand même. Notamment dans certains pays, les problématiques de gouvernance des entreprises sont très importantes. Et donc, ça veut dire que demain, les banques, lorsqu'elles seront amenées à davantage financer le secteur privé, bah, devront essayer d'évaluer. Alors, ça passe par quoi notamment, et ce sera mon dernier mot pour répondre à cette question, ça passe notamment par une meilleure connaissance clientèle dans ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire l'entrée en relation clientèle. Et cette meilleure relation clientèle, cette meilleure information des clients que je m'apprête à financer, ça peut passer aussi par des questionnaires ESG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les banques, effectivement, en Europe, en tout cas les plus grosses, cherchent à développer, ou ont commencé à développer, ou ont commencé à tester un questionnaire ESG. Mais le vrai sujet, c'est effectivement ce questionnaire ESG, c'est bien joli de monter un questionnaire ESG. La vraie question, c'est est-ce que le client auquel je vais envoyer ce questionnaire ESG, est-ce que ce client est capable de répondre? Et donc, c'est tout le sujet aujourd'hui au sein du secteur bancaire, c'est-à-dire que vous avez des banques qui ont développé un questionnaire ESG dont les questions sont très ouvertes parce qu'ils veulent s'assurer que leurs clients répondent, en tout cas que les entreprises soient dans la capacité de répondre aux questions qu'on leur pose. Le problème, c'est que quand vous avez des questions très ouvertes, ben, c'est très difficile d'avoir une mesure très granulaire, c'est très difficile d'en tirer un score. Et d'autres banques ont été sur des questions beaucoup plus fermées. Mais le problème des questions fermées, c'est qu'il y a tout un tas d'entreprises à qui vous envoyez ce questionnaire bah, qui sont incapables de vous répondre parce qu'elles sont incapables de vous fournir l'information. Quand vous demandez aujourd'hui à une entreprise quel est son bilan carbone, si vous allez dans une entreprise de 100, 150 salariés, bien entendu qu'elle est incapable de vous répondre parce qu'elle n'a pas le personnel, elle n'a jamais mis en place des process pour aller mesurer son bilan carbone. Donc, vous voyez, c'est toute la difficulté aujourd'hui, mais ça passe par... Il faut se structurer autour de cette question-là, petit à petit. Et puis, ça passe, bien entendu, par une meilleure connaissance clientèle et par des questionnaires ESG qui vont devoir notamment se focaliser sur les aspects environnementaux, mais également en Afrique subsaharienne, je pense, sur les aspects en termes de gouvernance, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a une question de M. Chanoz. Est-ce que l'augmentation des risques climatiques à venir pourrait expliquer le désengagement des groupes bancaires français en Afrique subsaharienne? Bon, la tendance est déjà là, c'est-à-dire que au-delà même des risques climatiques, la présence des groupes bancaires français en Afrique subsaharienne s'est fortement réduite au cours des 20 dernières années pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'ils ont subi la concurrence de certains nouveaux acteurs sur des sources de PNB qui étaient à l'époque importantes. Je pense notamment à tout ce qui est transfert de fonds de migrants. À l'époque, les banques françaises avaient du PNB de manière assez importante en Afrique sur cette activité-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, ou très peu. Elles subissent la concurrence de nouveaux acteurs, d'autres banques étrangères, notamment Attijari Wafa Bank, cette grosse banque marocaine qui est de plus en plus présente en Afrique subsaharienne. Et oui, très clairement, je pense que la présence des groupes bancaires français en Afrique subsaharienne est amenée à se réduire fortement au cours des prochaines années, pas simplement du fait de ces risques climatiques, mais pour des raisons un peu plus profondes. Est-ce que c'est une erreur ou pas? En tout cas, je pense que le marché du financement bancaire est amené à se développer en Afrique subsaharienne. Alors bien sûr, la zone est très hétérogène. Moi, pour avoir été plusieurs fois en Afrique pour des activités de mission ou des activités académiques, c'est clair que vous allez à Abidjan, c'est pas la même chose qu'à Ouagadougou. Donc, on a une profondeur du marché bancaire et financier qui est différente.
On a aussi des pays qui sont très hétérogènes économiquement, qui sont très hétérogènes en termes de vulnérabilité, notamment à ces chocs climatiques. On a voilà, des activités économiques qui sont très différentes entre les pays qui ont accès à la mer, d'autres qui sont effectivement enclavés. Donc, est-ce que c'est une erreur? Je pense que oui, puisque le marché du financement bancaire est amené à se développer. Alors, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on dit ça, et puis ça fait 20 ans qu'on attend que les banques financent davantage le secteur privé. Mais ça peut aller très vite, c'est-à-dire que lorsque, effectivement, certains pays vont décoller économiquement, ce serait bien que les banques françaises soient présentes en Afrique pour accompagner ce financement du secteur privé. Après, il y a tout un tas de questions institutionnelles, juridiques qui se posent et qui freinent encore le développement du financement bancaire à destination du secteur privé. Mais ça peut aller très vite. Vous prenez un petit pays que je connais bien pour y avoir été encore récemment, vous allez au Rwanda. Le Rwanda s'est structuré en quelques années, en une 10-15 ans. Le secteur bancaire et financier au Rwanda fonctionne très bien. Les entreprises ont très facilement accès au crédit bancaire. Je pense qu'en Afrique subsaharienne, on a trop espéré autour de la microfinance. Et cette microfinance, effectivement, a joué un rôle qui n'est pas négligeable, notamment pour tout ce qui est microactivité, développement des microactivités. Après, je pense que là, le secteur bancaire traditionnel devrait prendre le relais. Est-ce que ce sera le cas? Oui, dans certains pays, très clairement. Dans d'autres, ça mettra beaucoup plus de temps. Mais la volonté des banques françaises, c'est de se retirer de manière structurelle de cette région du monde. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une concurrence de plus en plus forte des banques chinoises, notamment en Afrique de l'Est, où voilà, les banques chinoises et notamment les grandes banques publiques chinoises financent de plus en plus de projets. Donc, vous voyez, cette concurrence extérieure, que ce soit effectivement banque marocaine, banque chinoise, va faire que la concurrence va être très très forte sur le secteur. Donc, je ne pense pas que l'augmentation des risques climatiques, ce soit la seule et unique raison qui pourrait pousser le secteur bancaire français à se retirer d'Afrique subsaharienne. Voilà. D'accord. Écoute, merci beaucoup Yannick, merci à tous et à toutes. On voulait juste embrayer pour aller vers le terme de notre webinaire, parler un peu des formations que nous allons organiser durant le mois de juin sur le risque ESG. Je vois que Yannick a mis son mail. On a 12 formations qu'on organise aujourd'hui en présentiel ou en distanciel. En présentiel, ça sera à Abidjan. Et même partout où vous vous trouvez, vous pouvez participer à ces formations. On en a 12. Elles sont dans le support. Yannick a rajouté son mail. N'hésitez surtout pas. Je rajoute mon mail également. N'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de questions et sur les sujets de risque climatique ou sur toute autre question liée au risque ESG également, pour que nous puissions interagir. On a des prochains webinaires qui se dérouleront en juin, notamment tout ce qui est IA et gestion des risques, et puis l'impôt mondial du pilier 2 OCDE, qui sera animé par des experts également de AFGS. Je rajoute mon mail. Sur ce, merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention, de vos questions assez pertinentes. Merci à Yannick pour son expertise sur ces questions-là. Ça nous a permis de pouvoir un peu se projeter clairement sur les sujets de risque climatique au niveau de l'Afrique subsaharienne francophone, afin qu'on puisse voir que ce n'est pas une question qui est assez loin de nous, mais elle nous touche également, et commencer à réfléchir sur comment on se prépare à mitiger ce risque-là dans le cadre de nos activités respectives. Ne vous inquiétez pas, le support vous sera transmis également, comme on l'a dit, et il sera partagé. Vous aurez le replay qui sera partagé sur les pages de AFGS. Merci beaucoup pour votre attention et on se dit à très vite. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez de la documentation additionnelle, ce sera avec grand plaisir. Merci à tous pour votre participation et peut-être à très bientôt. Voilà. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci.